Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui on va revenir sur la carrière de Montel Jordan. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Montel Jordan est un chanteur de R&B qui a eu pas mal de succès dans les années 90. C'est-à-dire que c'est un chanteur de R&B qui avait une image plutôt soignée, un peu vaporeuse et les filles l'adoraient parce qu'il avait des hits un peu iconiques, un peu frais comme celui-ci. Et donc il a conçu une véritable image, une véritable petite pincée de succès dans les années 90. Et malgré tout, aujourd'hui, Montel Jordan est pasteur, c'est-à-dire qu'il a une congrégation, il est devenu, tu vois, voilà. Alors qu'à l'époque, là, les filles lançaient les soutiens-gorge et tout. Maintenant, c'est lui qui dit aux filles que non, il faut pas monter, baisse la jupe. Et on va essayer de savoir comment, en fait, il en est arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'industrie pour que Montel Jordan, finalement, décide donc de quitter l'industrie pour s'en remettre au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui nous regarde et qui, j'espère, va faire en sorte que vous vous abonnez à ma chaîne, likez ma page YouTube, tout ça là, voilà. Bref, on va commencer la vidéo, c'est tout de suite maintenant. Je veux d'abord que vous preniez quelques secondes pour vous kiffer en fait. On parle quand même du gars qui a dit This is how we do it. C'est-à-dire que comme il a dit This is how we do it, prenez quelques secondes, je vous encourage, faites ce que vous aimez faire en fait. Ce que vous dites que des fois je suis bon quoi. Genre si vous faites des pompes, vous regardez devant le miroir, vous savez que vous slayez. C'est-à-dire que si vous sexez un petit coup là, quelques secondes et on continue en fait. This is how I do it. Là je vous encourage, on y va. Voilà, c'est bon, vous avez fait. Ok, on va commencer. Alors Montel Jordan, c'est un chanteur de R&B qui, comme beaucoup de jeunes afro-américains, a grandi à l'église en fait. C'est-à-dire qu'il a fait ses classes à l'église, c'est là-bas qu'il apprend à chanter, c'est là-bas qu'il apprend à faire du piano. Et donc très rapidement, il devient une des petites, vous savez, les petites stars des églises, comme beaucoup d'autres chanteurs afro-américains en fait. Beaucoup de chanteurs afro-américains font leur classe dans les églises et c'est assez important dans son cas parce que ce qui le décide à quitter petit à petit l'église, c'est parce qu'en fait, l'église ça paye mal en fait. Lui vient d'une famille qui est pas très aisée et l'église ça paye mal, il est payé $100 chaque dimanche à l'église, ce qui est bien, plutôt bien pour l'époque. Mais il se rend compte que quand ses amis l'invitent chanter en boîte de nuit, il fait des reprises de R. Kelly, de Aaron Hall, de Charlie Wilson et les gens deviennent dingues en fait. C'est-à-dire que les gens adorent ces reprises et on lui dit non mais en fait toi t'es fait pour devenir une star du R&B mainstream en fait. Non, essaie d'avoir un record deal et tout. Et petit à petit donc l'idée entre dans sa tête et il va donc commencer à postuler dans des maisons de disques pour avoir son premier deal en fait. Ça ne va pas se faire tout de suite parce qu'on va trouver qu'il avait un timbre qui ressemblait à pas mal de chanteurs de l'époque. Donc il va avoir un peu de mal à trouver l'association qui va le faire percer. Et malgré tout, il va avoir la chance de performer un jour devant plusieurs maisons de disques. C'est-à-dire que c'est ton jour en fait. Le jour où tu dois tout donner, le jour où tu dois enlever ce qu'il faut et montrer que là, je peux me battre contre qui que ce soit dans le R&B, c'était son jour en fait. Il y a plein de labels qui sont assis et en plus, il y a deux grosses chanteuses qui sont là. C'est-à-dire qu'il y a Shanice qui est là quelque part, mais surtout il y a Janet Jackson. Donc lui, il se dit, raconte que quand il a vu qu'il y avait Janet Jackson, vous savez que Janet Jackson a un truc. D'ailleurs, on ne dit pas Janet Jackson, on dit Janet. Janet a un truc, c'est-à-dire que Janet rend absolument fou les chanteurs de R&B américains, là, les chanteurs de hip-hop R&B là. Dites Janet Jackson. Janet, regardez les interviews, les awards où Janet Jackson est là. Donc Montel raconte que quand il a vu que Janet était là, il fallait déjà qu'il donne tout. Parce qu'en plus, Janet est jolie, elle est fraîche. Tu vois si tu peux te placer, quoi. Et en plus, à la fin, Janet Jackson est venu lui dire que franchement, je pense que tu vas aller loin, ça va bien se passer, en fait. Et vous savez comment Janet Jackson parle. C'est-à-dire que, comme il sait qu'elle est légendaire, elle parle aussi de manière à ce que même quand elle parle, tu dois mettre les barres pour écouter ça. Elle lui a dit, I think that you were amazing, Montel. I think that you did great. Et le gars est devenu dingue. Il s'est dit que le moment où Janet Jackson lui a dit ça, c'était le moment où sa carrière allait vraiment décoller. Et curieusement, il n'a pas eu tort. Quelques mois plus tard, Russell Simon va voir un peu Montel Jordan. Russell Simon, c'est qui? C'est le président de Def Jam de l'époque. Def Jam, à l'époque, c'est un label de rap, exclusivement de rap, plutôt subversif en fait. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas tomber dans le mainstream, dans la facilité. Ils défendent une idéologie du hip-hop, ils défendent une véritable vision du rap et ils ne veulent pas tomber dans les trucs un peu trop niais en fait. Le premier truc, c'est que d'ailleurs, même s'ils ont eu des problèmes financiers, ils sont passés un peu à côté de la New Jack parce qu'ils ne voulaient pas trop. Ils ont eu un chanteur New Jack à une époque, mais ils ne voulaient pas trop entrer dans les trucs un peu trop niais. Ils voulaient garder une véritable crédibilité parce que leur crédibilité faisait grandement partie de leur succès. Donc, Russell Simon le voit, mais il se dit, on va quand même essayer de faire quelque chose avec lui. Ce quelque chose, c'est quoi? C'est-à-dire que Russell Simon, c'est un commercial. C'est un directeur de label, c'est un commercial. Donc,
il voit bien qu'il a un souci quelque part. C'est-à-dire qu'il n'a pas de véritable section R&B. Le R&B, c'est ce qui marche à l'époque. Il lui faut une section R&B, mais il ne faut pas qu'il perde la crédibilité, l'honneur de son label, en fait. Il ne faut pas que l'honneur de Def Jam tombe dans ça. Il ne faut pas qu'on salisse un peu la structure de l'image de son label, mais il lui faut du cash. Donc, il se dit, je vais prendre un chanteur de R&B, je vais le signer. Et en plus, Montel Jordan correspond au code en fait. Montel Jordan, il a grandi à South Central à Los Angeles. C'est un des quartiers les plus mal famés de toute l'Amérique en fait. C'est-à-dire que décadence de rue, crime de rue, il y a tout là-bas en fait. C'est vraiment un quartier qui interpelle toutes les personnes qui sont un peu de ce public de Def Jam en fait. C'est-à-dire qu'il a donc une espèce de passerelle sur laquelle on va beaucoup jouer. Et en plus, son premier tube qui va s'appeler This Is How We Do It reprend les codes d'un ancien tube urbain de Def Jam. C'est-à-dire que Def Jam avait ce rappeur qui s'appelle Slick Rick. Slick Rick a sorti cette chanson-ci. Children's Story de Slick Rick sort en 1989. Et c'est donc un tube, ce qu'on va appeler un tube purement black. C'est un tube urbain, c'est un tube dans les black radio. Alors, je vais faire une vidéo sur les radios américaines et j'ai besoin que vous regardiez cette vidéo en fait. Et vous avez besoin de la regarder parce que pour comprendre bien l'écosystème même de la musique américaine, il faudra la regarder. Vous allez encore mieux comprendre les analyses sur les carrières de Nio, de Sierra parce que c'est hyper important en fait. Là, Slick Rick, lui, il a ce qu'on appelle un tube uniquement black. Ce n'est pas un tube qui a réussi à faire le crossover en pop en fait. Il est beaucoup joué dans les clubs. C'est vraiment un tube qui représente bien la côte est des États-Unis. Et donc, Def Jam va se dire, on a cette chanson de Slick Rick sur notre roster, on va la mélanger à notre nouveau chanteur de R&B dans un style très hip-hop soul et on va la livrer en single. Et ça va donc donner cet immense tube. Partant de là, la carrière de Montel Jordan va être lancée. Il va passer 8 semaines en tête des charts américains. Il va bloquer Madonna. Il va vraiment devenir une superstar très rapidement. Il va partir en tournée avec des Boyz II Men. Et donc, on va vraiment le pousser en tant que nouvelle valeur de la scène R&B. Le personnage et l'image qui vont être conçus autour de Montel Jordan à cette époque, c'est vraiment quelque chose d'hyper important parce qu'il va défendre une imagerie, une vision de la musique un peu différente des autres chanteurs de R&B. Son speech, c'est-à-dire que le truc qu'il va raconter un peu partout dans les interviews, qu'il va essayer de le décrire, c'est « Je chante des textes de rap en fait ». Russell Simmons signed me as his, I think he called me his documentary singer. So I became like his R&B version of rap. And so I was just basically singing what the rappers were rapping. Je chante des textes de rap parce que moi j'ai une histoire dure. D'ailleurs, on va beaucoup le ramener dans son quartier. Il va y aller un peu comme ici. Aren't you Bontel? I'm Montel. Okay, hi Bontel, how are you? To Slauson Street. How you doing, man? Proud of you. If people get a chance to see that, then maybe they can, you know, see South Central Los Angeles for more than just riots and the other stuff that they try and make it seem like it is. On va défendre cette image très hip-hop de lui et il va souvent dire, bah en fait, moi je suis pas un chanteur de R&B, moi je chante le hip-hop parce que j'ai une vie assez difficile et ce genre de choses, même si ça ne correspond pas tout à fait à ses textes. C'est-à-dire que This Is How We Do It, l'album va être certifié platine, mais on va retrouver des trucs plus R&B soft dans le truc en fait. Mais globalement, l'image que veut Def Jam, c'est cette image-là pour ne pas défaire avec la globale identité du label. C'est comme ça que Montel Jordan va être construit et c'est donc comme ça qu'il va sortir son deuxième album qui va être certifié disque d'or, son troisième album qui va être sorti en 98 et qui va aussi être certifié disque d'or et son quatrième album en 99 qui va aussi être certifié disque d'or. Pendant ces années, Montel Jordan joue sur quasiment deux tableaux. Le premier truc, c'est qu'il faut être dans cette image très gangsta. L'autre truc, c'est qu'à l'époque, et c'est là vraiment une grosse partie hyper importante du R&B, R. Kelly a vraiment révolutionné le genre dans la liaison entre le nouveau R&B et la New Jack en fait. C'est-à-dire que si vous discutez avec quelqu'un qui vous explique que R. Kelly c'est les petites filles ou c'est I Believe I Can Fly, surtout les gens qui pensent que R. Kelly c'est I Believe I Can Fly, cessez de discuter avec eux en fait parce que dire qu'ils ont vraiment pas compris R. Kelly. D'ailleurs, R. Kelly vous dira lui-même que il ne chante que I Believe I Can Fly dans les émissions de blanc en fait. Ça a rien à voir avec I Believe I Can Fly et R. Kelly. C'est beaucoup plus large. R. Kelly c'est comme une espèce de grand garage. C'est-à-dire que c'est une espèce de grand garage. Vous allez voir beaucoup de chanteurs de R&B d'une nouvelle génération se ranger en fait. C'est-à-dire que ils vont tous trouver une petite voiture, ils garent leur voiture là, chacun fait son petit commerce. Mais c'est le grand garage, cette maison là, c'est R. Kelly en fait. C'est sa grande force. Et le truc c'est que donc Montel Jordan, qui en plus écrit et compose, se rapproche beaucoup de R. Kelly. D'ailleurs,
C'est pour ça qu'au début, quand il envoyait ses démos, il va expliquer que beaucoup de labels, quand on recevait ses démos, on lui disait tu sonnes trop comme R. Kelly en fait. Donc du coup, tu vas jamais marcher parce qu'il y a déjà R. Kelly. Ça va être très difficile pour toi de te faire marcher. Sauf que finalement, donc, il a son contrat, mais l'influence de R. Kelly reste très présente sur Montel Jordan. Même par exemple sur son deuxième single, vous allez écouter cette chanson-ci. But I got a little something for the honey. Something for the honey. Et vous allez tout de suite reconnaître que c'est exactement le même genre de prod que l'album de Aaliyah fait par R. Kelly en fait. Donc il a une grosse influence de R. Kelly et c'est ce qui va expliquer le fait qu'il va récupérer un des personnages. C'est-à-dire que Montel Jordan, si vous en souvenez quand vous le regardez, c'est toujours un peu sombre. Là, il a les lunettes noires, un personnage très sombre qui ressemble aussi au personnage de R. Kelly sur 12 Play, sur les premiers albums de R. Kelly en fait. C'est pas quelque chose qui est inné chez lui. D'ailleurs, il va expliquer qu'on va lui apprendre à faire ça. Smile so much, don't smile, kind of laid back and don't smile when you look in the camera, get that whole persona thing when you walk in, wear your glasses and people see you, so that whole R&B cool thing that you see the artists walking around with, they had to train me how to do that because I didn't know how to do it, Donc on va lui apprendre à faire ça, on va récupérer ce personnage un peu sexuel parce que le personnage un peu sexuel, le Don Juan du R&B, ça ne gêne pas trop dans un label de rap en fait. C'est-à-dire que le mec qui est un peu détaché des femmes, qui est un peu éloigné, qui est juste une espèce de fantasme, ça ne gêne pas trop. Mais le lover, ça gêne. Et ça va donc définir la carrière de Montel Jordan. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va avoir en 96 un autre album qui sera disque d'or. Il va avoir en 98 un album qui s'appelle Let's Ride, où là, il va encore incarner plus ce son hip-hop parce qu'il va aller vers la West Coast en appelant Master P et ça va donner celui-ci. Et il va avoir encore un quatrième album en 99 avec cette chanson-ci. Qui va encore avoir un disque d'or. Montel Jordan ne tombe jamais dans la fameuse balade de R&B en fait. Il va toucher quelquefois les slow jams, mais les slow jams ça gentillé en fait. Jamais on ne va promouvoir Montel Jordan sur la chanson R&B sucrée, qui pourtant est ce qui vend des albums en fait. Faut bien comprendre que le R&B ça reste malgré tout de la soul music. La soul music c'est les émotions. On vend rarement ou très peu d'albums de R&B sur les up-tempo, les chansons pour danser en fait. Le truc du R&B c'est que ça ressemble beaucoup à la vie en fait. Même si ça reste pour beaucoup un genre niais, malgré tout, en fait vous aimez tous des gens, vous avez tous des ruptures et tout. Donc ça vous ressemble quand même plus dans votre vie de tous les jours que le rappeur qui raconte que oui j'aime machin. D'ailleurs certains là vous allez les voir vous dire que oui moi vraiment j'aime quand le rap est dur et tout, je comprends, 50 Cent c'est mon gars et tout. Dès que le pétard sonne seulement là, dès qu'il y a un petit pétard il entend le bruit, le mec devient Usain Bolt. C'est-à-dire que tu ne le vois plus. Usain Bolt, c'est-à-dire que là, il a fui, il a détalé en fait. Alors que malgré tout, le R&B, on dit qu'on t'aime plus, on t'aime, on couche, machin, bah ça ressemble un peu à la vie de tout le monde. Et cette proximité-là va beaucoup jouer dans la carrière de Montel Jordan parce que lui, on va lui attribuer le personnage à la fois un peu donc gangsta, machin, je rappe mes textes, et un peu sexuel en fait. Et c'est sur ces deux trucs-là que sa carrière va se jouer. Mais c'est aussi pour ça qu'il n'a pas d'énormes ventes d'albums. Parce que malgré tout, les ventes d'albums se jouent principalement sur les grosses balades qui font en sorte que les meufs, parce que c'est un public très féminin, aillent acheter en vrac en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme si Joe, c'est le mec qu'elle veut l'épouser parce que Joe, il est vendu sur son personnage de lover, de machin. Donc Joe, Brian McKnight, c'est un peu les mecs qu'elle veut l'épouser. Et de l'autre côté, Montel Jordan, c'est un peu le mec d'un soir en fait. C'est un peu sur cette différence-là que le gars va être vendu. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'il ait effectivement des hits pendant cette période-là, mais qu'il n'aura jamais d'album hyper vendu. Toutefois, logiquement, vous imaginez bien que lui qui produit et qui écrit veut s'émanciper de ce carcan là dans lequel il est enfermé. Il commence donc par écrire, à donner des chansons à d'autres chanteurs, à d'autres groupes comme le groupe 88 Degrees, c'était le groupe de pop celui-ci. Il leur donne un premier titre et là il va avoir une chance incroyable. Il va donner un titre à la chanteuse Deborah Cox qui va s'appeler Nobody Supposed to Be Here. C'était ça. C'est-à-dire que c'est une chanson que Montel Jordan écrit et compose à l'aide de Shep Crawford qui va devenir un de ses mentors, de ses binômes musicaux, et ça va devenir un immense hit R&B. C'est-à-dire que cette chanson, c'est vrai qu'elle n'est pas immensément connue en Europe, mais c'est un des plus gros tubes R&B de tous les temps en fait. Elle passe quasiment 14 semaines dans les charts R&B US. C'est immense pour lui parce que c'est son premier tube en tant que songwriter. Entre-temps, 98-99, qu'est-ce qui s'est passé? Def Jam
ouvre une section qui s'appelait Def Soul. Def Soul, c'est donc la partie R&B de Def Jam. Le label comprend qu'il y a encore plus d'argent à se faire. Donc, ils font une espèce de petite section où on va faire que du R&B. Et donc, on va appeler des artistes R&B plus love. Et donc là, ils ouvrent un peu la porte en fait. C'est Sisqó qui sera la première sortie R&B de Def Soul. Et d'ailleurs, sur l'album de Sisqó, il va y avoir une balade de Montel Jordan que lui a écrite, une balade hyper romantique qui était d'abord destinée à un chanteur qui s'appelait Sam Salter, et ils vont finalement la donner à Sisqó et ça va devenir le plus gros hit de Sisqó, c'est ça. Incomplete est le plus gros hit de Sisqó et je tiens à revenir sur ce que je vous ai dit avant en fait. C'est-à-dire que Incomplete est une balade de R&B hyper romantique. Et effectivement, Thong Song est la chanson sur laquelle ça vous fait danser. Mais l'album s'est vendu et comme beaucoup d'albums de R&B se vendent sur ce côté très soulful. D'ailleurs, il y a toute une étude à faire sur le pourquoi les Noirs se dirigeront toujours vers les balades. Parce que c'est plus soulful, c'est plus mélancolique des fois. Plus love, mais plus mélancolique. Sur l'histoire même de l'esclavage américain en fait. Mais bon, on reviendra sur ça dans une autre vidéo. Mais encore une fois, ce n'est pas pour rien que les balades vendent plus les albums de R&B que les titres qui font danser en fait. Même si en France, la plupart des gens vous diront que Thong Song c'est le seul tube de Sisqó et tout ça. C'est pas pour rien que sur la période d'un album, Incomplete a eu plus d'impact. Et Incomplete, c'est la chanson de qui? C'est la chanson de Montel Jordan. Petit à petit encore, il va avoir un autre single. C'est-à-dire qu'il va produire le single de Lil Mo, c'était ça. Même, il va aider une autre chanteuse de Def Jam avec un petit titre. C'était d'ailleurs un peu drôle de voir cette association-là. C'était ça, Christina Milian. Et donc là, on se dit, Montel Jordan a pris de l'ampleur en fait. C'est-à-dire que quand il commence donc à distribuer ses chansons, il prend de l'ampleur et il veut donc faire valoir ses droits face à Def Jam, Def Soul. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Def Jam dit ok, nous on a vu que tu donnais les chansons, on veut que tu continues à donner les chansons. Lui il dit non, mais là je veux incarner mon nouveau projet, je suis là depuis 95 et donc j'ai besoin de m'imprégner plus de la scène musicale, c'est-à-dire que j'ai besoin de laisser ma marque et je veux imposer un nouveau personnage. Et c'est là donc que les choses vont se gâter. Ça va devenir la bagarre générale entre Def Jam et Montel Jordan. Bagarre générale pourquoi? Parce qu'en fait là, c'est le moment crucial dans la vie d'un artiste. C'est-à-dire que il s'est dit oui là on m'a emprisonné dans quelque chose, moi je veux sortir de là. Et le label lui dit mais non en fait, ok on a compris, tu as produit pour Sisqó, ça a marché, pour Deborah Cox ça a marché, on aime bien, ça rapporte de l'argent, il n'y a pas de souci. Mais nous on pense que le personnage de Lover, là, l'espèce de personnage de Don Juan là, qu'on t'a construit est celui qui nous rapporte de l'argent. Tu ne pourras pas faire autre chose. On trouve même que ta voix n'est pas adaptée aux balades de R&B comme les autres en fait. On trouve que le créneau dans lequel on t'a mis là est le meilleur créneau pour toi. C'est ce qu'on va lui dire et lui il va dire non en fait. Moi, je vois que j'ai produit Nobody's Supposed to Be Here, j'ai fait Incomplete, je veux un album plus mature, je veux un album plus love. Le clash va arriver et finalement Def Jam va lui dire ok, bah tu veux ton album plus love, vas-y tu vas le faire. C'était ça le premier single. must have been tired of the jewels I bought. You must have been bored with the cars you got. I must have gave you every damn thing you want, but you only wanted love. Et l'album Montel Jordan qui va en sortir après et qui est donc éponyme, c'est-à-dire que c'est éponyme et ça en dit beaucoup parce que là il voulait se définir, il voulait dire c'est moi Montel Jordan, je vais vous montrer ce que je suis vraiment et tout. Et donc c'est un album très love en fait, très R&B love. Et ça va être un four, mais un four total. C'est-à-dire que je pense même pas que depuis qu'on fait toutes les vidéos, on a vu un four pareil. Parce que lui, il passe quasiment de 500 000 à 30 000, 40 000 ventes en plein 2002 en fait. Aujourd'hui, 30 000, 40 000 ventes, on peut se dire que ouais, je sais pas, c'est déjà très mauvais. Mais en 2002, quand le R&B se vend encore là, c'est-à-dire que quand tu fais un peu, là, tu fais 300 000, on se dit que c'est mauvais. 30 000, c'est une catastrophe en fait. C'est une catastrophe à deux échelons. C'est-à-dire que premièrement, You Must Have Me est une jolie chanson de R&B, mais se différencie pas. Donc du coup, en termes d'audience radio, ça passe pas du tout. En plus, effectivement, c'est très différent de son ancien personnage. Ça ne passe pas du tout. Et surtout, Def Jam, c'est son dernier album en contrat. Et en plus, eux, ils n'étaient pas pour cette direction musicale. Ben, en fait, ils ne veulent absolument pas faire quoi que ce soit en promo. En gros, on t'a dit d'aller avec de nouveaux producteurs. On était prêt à te payer des producteurs actuels pour que tu aies un album qui corresponde au son de l'époque. Tu as refusé, tu veux faire ton album tout seul. Ok, il sort, mais nous on n'en fout pas une en fait. Pas de beaucoup de promo, rien du tout. L'album est un échec commercial et quelques mois après on va lui rendre son contrat. Là, Montel Jordan a la rage. Il va faire des interviews pour dénoncer Def Jam, pour dire qu'on l'avait emprisonné dans une image. Et en plus, il va avoir un espèce de casting de choix
pour faire ses interviews et sa défense, à savoir sa femme. Ils vont dire que oui, tous les deux étaient abusés par Def Jam. Montel Jordan va dire oui, je te trompais, mais c'était de la faute de Def Jam. Sa femme va dire oui, aussi moi aussi je te trompais, mais c'était de la faute de Def Jam. Ils vont se réunir pour taper sur Def Jam et dire qu'ils étaient complètement tous les deux abusés dans une relation avec le label. Et donc, dans cette relation donc abusive qu'ils menaient avec l'industrie, Montel Jordan va aussi expliquer que pendant toutes ces années donc de sa carrière, le label lui imposait de ne pas dire qu'il était marié. Parce qu'en fait, oui, Montel Jordan, lui, il est marié depuis 94. Donc quand il vous jouait les lovers, machin, il y avait une femme qui l'attendait à la maison. Mais le label lui disait, il faut absolument pas que tu dises ça. Il fallait qu'il dise que I am married to my music. One would want a tall, handsome, unavailable R&B singer, and that no one would respect Montel's wife. And so she was going to maintain her status as Kristen Hudson, the manager, and I would say that I'm married to my music. Je suis marié à ma musique parce que sinon les meufs n'allaient pas kiffer sur le donjon, l'espèce de personnage qu'on lui avait conçu en fait. Si Joe dit aux meufs qu'il est marié, c'est pas très grave en fait parce qu'elles vont avoir envie de venir chasser la femme de Joe. Montel Jordan, je vous ai dit, dans un même personnage, un peu le coup d'un soir et tout. S'il est marié, ça passe pas en fait. Donc du coup, Def Jam voulait absolument qu'il ne dise pas qu'il était marié. Et donc il va dénoncer ça, sa femme va dénoncer ça, il va dire que oui, c'est aussi comme ça que moi j'étais perdu, donc je le trompais. Il va dire que c'est aussi à cause de Def Jam que je trompais ma femme. Mais là, on est revenu, on s'aime à nouveau et il va donc sortir un album très rapidement. Et cet album d'ailleurs, le titre de cet album est très drôle parce que ça s'appelle Life After Death. Et là on s'arrête quelques secondes parce que je veux vous montrer à quel point la carrière de Montel Jordan était tellement estampillée Def Jam que le jour où il les a quittés, il a été obligé d'appeler son album Life After Death. C'est-à-dire que pour montrer bien que là je suis parti, je veux faire mon album. C'était ça le premier single. Et là, c'est le premier album de Montel Jordan en indé. Alors vous allez analyser sur la manière dont vous voulez. Life After Death, en fait, c'est un symbole. C'est un symbole de quoi? C'est que la plupart d'entre vous, vous comprenez peut-être pas l'importance des majors pour beaucoup d'artistes. Souvent, je dis qu'en fait, c'est comme si, en fait, toute ta vie, on t'a porté, en fait. Si tu n'as jamais marché de ta vie, on t'a toujours porté, on t'a toujours porté, on t'a toujours porté. Et un jour, on te dit, marche sur tes deux jambes. C'est pas aussi aisé. Alors, il y a des gens qui s'en sortent hyper bien dans ça, comme Maya, Tania. Les deux, vous voyez bien qu'elles ont très bien compris le système indé, elles s'en sortent hyper bien, elles ont rien à demander à personne. Ça marche bien pour elles, il n'y a pas de souci. Mais il y a des gens qui y arrive juste pas en fait. Et Montel Jordan en fait partie. C'est-à-dire que il faut produire tes chansons. C'est-à-dire qu'il faut produire, il faut écrire, il faut faire ta promo, il faut tout structurer, il faut faire confiance aux bonnes personnes. Et lui, il va signer chez Koch Records. Les albums sont pas pressés partout. La promo est hyper mal faite. Certains envois de CD pour les radios sont faits 3-4 semaines avant. Ça, c'est pas reçu partout en même temps. Bref, c'est une catastrophe absolue. Il finit avec quasiment 20 000 ventes. Un échec commercial brûlant. Mais en plus, il met beaucoup d'argent dedans. Et là, il va lui arriver quelque chose. C'est le truc qui, quand ça arrive à un artiste noir de cette période-là, je vous assure, j'ai envie de pleurer toutes les larmes de mon propre corps, en fait. Comme si ça m'était arrivé à moi, comme si c'était arrivé à mon oncle. J'ai envie de pleurer. C'est-à-dire que l'album est sorti, l'album n'a pas marché. Il a investi son argent, il l'a plus ou moins mal investi, donc il n'a pas eu de retour sur investissement. Mais le truc, c'est que lui, il n'a pas compris ça. Donc, il vit toujours avec son ancien train de vie. Il vit toujours comme s'il vivait chez Def Jam, comme s'il avait beaucoup de hits. Il est toujours Montel Jordan dans sa tête. Et c'est très compliqué. Vous allez le voir au fil des vidéos, qu'un artiste réalise que ça a chuté en fait. Déjà c'est très dur moralement, mais c'est en plus très compliqué le temps qu'un artiste réalise que là j'ai chuté. Donc lui il va pas réaliser ça, il va continuer avec son niveau de vie et c'est le fisc américain qui va lui faire réaliser ça en fait, parce qu'on va lui faire venir les huissiers, on va lui prendre sa maison, on va quasiment tout lui prendre. Ça veut dire qu'il va commencer donc à downgrade. Ensuite on va lui prendre quoi? Imaginez ce qu'on va lui prendre, ce qui va me faire bien mal là. Vous me connaissez déjà, imaginez, moi j'étais là en train de dire putain de merde Montel, pourquoi tu as fait ça? Bon, on va lui prendre tous les droits sur ses chansons. Quand vous entendez aujourd'hui This is how we do it dans les pubs et tout ça là, Montel Jordan ne gagne plus un centime sur tous les droits, sur Incomplete, sur Deborah Cox, tout ça. Le fisc américain le lui a racheté pour quasiment 600 000 $. Donc rien du tout en fait à l'époque. Mais comme il avait tellement de dettes, il était obligé de rembourser. Donc on lui a pris ça aussi. Et en plus, l'industrie du disque, c'est pas comme vous voyez là à la télé. Hein. C'est pas que j'appelle Kanye ou bien j'appelle tel, il va rembourser. Non, quand tu es dans la merde, tu es dans la merde seul. Donc il était dans la merde seul. Et il a dû donc vendre les droits de ses chansons. Donc après ça, il n'a plus rien. C'est-à-dire qu'il n'a même plus d'intérêt pour une maison de disques qui va se dire que oui, il a encore son catalogue, il peut nous rappeler. Il n'y a plus grand-chose pour lui. Et donc là, il est vraiment extrait
du système de la musique américaine. C'est-à-dire que quand il perd ses droits, c'est la catastrophe pour lui. C'est vraiment un événement hyper dur déjà moralement. Imaginez en fait, c'est-à-dire que toutes tes chansons, bah, tu les revends au fils. Donc tous les revenus là, c'est fini pour toi parce que bah, tu as mal géré. Et en plus, bah, tu es complètement extrait du système parce que tu as plus de label. Aucune major ne va investir en se disant j'investis sur Montel, je paye comme ça après les albums vont vendre, il va me remettre. Non, tu as quitté Def Jam. Les 2 albums là ont été de trop gros échecs commerciaux. Les labels pensent qu'on voulait te vendre sur une image sexuelle. Tu dis partout que tu es marié. Bref, c'est compliqué. Mais il ne va pas totalement abandonner. Il va revenir en 2008 avec cet album-ci. Cet album s'appelle Let It Rain. C'est un autre album en indépendant. Et c'est encore un autre album très R&B love, très dans cette démarche que lui voulait aborder plus mature. Mais là, encore une fois, il est en indé. Là, c'est aucun environnement. L'album est un autre échec commercial pour lui. Et là, il commence à se poser des questions parce que lui, c'est plus dur que les autres en fait. Il a plus les droits sur ses chansons, donc il a même plus de royalties en général. Les artistes vivent de ça, ils vivent du fait que bah les revenus vont venir. Les Christina Milian, des fois, elle te dit que bah en fait moi j'ai mes publishing, donc je fais mes films là, mais j'ai écrit Play, j'ai écrit ce genre de choses, donc ça rentre dans le compte. Je m'en sors plutôt pas mal. Kerry Hilson, c'est aussi pour ça qu'elle est à la maison parce que les revenus entrent là. Elle est pas pauvre en fait, Kerry Hilson. Elle a ses revenus, ne vous inquiétez pas pour elle dans ce côté-là. Elle a ses revenus, les publishing, ça entre, vous voyez ce que je veux dire? Alors que Montel Jordan, lui, il a plus ça. Il a plus ça, donc il doit faire des concerts chaque jour pour vivre. Et dans cette période-là, il va quand même avoir un petit espoir. Ce petit espoir, c'est quoi? C'est que là, on va avoir une idée qui va exciter de ouf les fans de R&B. Les fans de R&B vont se dire, là, on va gagner, machin. Il va y avoir 3 chanteuses de R&B, à savoir Tamia, Deborah Cox et bien sûr Kelly Price, qui vont s'allier pour faire un groupe qui s'appelait The Queen Project. Ce groupe va être fondé, va être imaginé par l'associé musical, le compère dont je vous ai parlé au début là, Shep Crawford. Il va donc lui dire, mettons-nous ensemble et on va essayer de faire quelque chose avec ces filles. À l'époque, c'est vraiment un projet de Queen Project qui excite tout le monde. On voit les 3 chanteuses ensemble, tout le monde se dit, wow, qu'est-ce que ça va donner, un projet de dingue. C'était ça. Inside you makes you feel so small, but I see your true colors shining through. Et là, il y a vraiment une excitation. Elles vont en studio avec eux, ils les amènent un peu partout, elles font des premières télés. Et bam! Comme ce sont des meufs, et je suis désolé pour les meufs qui vont me détester à cause de ça, mais je trouve que c'est un problème dans le R&B féminin. Les femmes du R&B féminin, elles n'arrivent pas à s'entendre, c'est grave des fois. Je reviendrai dessus, mais elles ont toujours des problèmes. Bah en fait, là, c'est un super projet qui aurait pu aider les 3 carrières. Et là, ils vont se fighter, l'album va être annulé. Et là, c'est encore catastrophe pour Montel Jordan parce que lui, il était vraiment dans la production et tout et tout. Il se disait, je vais revenir par elle en fait. C'est-à-dire que là, il s'était dit, bah si le projet marche, Montel Jordan, Shep Crawford sont derrière, donc je vais me relancer. Ça ne marche pas. Et donc, c'est à cette période que petit à petit, il va se rapprocher de l'église. Là, vous avez bien compris, la vie commence à être difficile, voire très difficile. Et souvent, beaucoup chez les Noirs, c'est là que l'on se retourne vers Dieu. Vraiment, Seigneur, pardonne-moi. Vraiment, Seigneur, aide-moi. Quand la vie commence à être difficile, là, même ma tante au Cameroun, vous savez, j'ai une tante au Cameroun, elle-même, elle est devenue une fois pasteur, en fait. On l'appelle maman pasteur. C'est-à-dire que la vie était devenue difficile, là. Elle m'a dit qu'une fois, j'ouvre l'église. C'est-à-dire qu'elle a quitté le travail normal. Elle a dit que j'ouvre l'église. Et maintenant, ça marche. Et elle est fidèle et tout. Donc, c'est un peu ce que Montel Jordan commence à faire. Je suis pas en train de douter de sa foi. Mais souvent, vous savez que quand la vie commence à être difficile, là, c'est là que tu penses à Dieu, c'est-à-dire que c'est là que tu vois bien Dieu, tu dis que non, Kelly là, toutes les personnes avec qui j'étais là, je veux oublier, je veux que Dieu, tu me sauves. Et Dieu va à moitié l'écouter au début, c'est-à-dire que il va donc continuer à être Montel Jordan, donc il va faire des shows dans les clubs le samedi. Donc le samedi, il était là, non, il chante This is how we do it, le club s'anime, mais il y a de moins en moins de personnes dans les clubs en fait. Donc le samedi, il chante sa musique profane là, sa musique sexuelle là, mais comme son succès est moindre, il y a de moins en moins de personnes dans les clubs. Mais le dimanche, il est donc invité par cette congrégation dans cette église, il fait son prêche, il chante. Et il y a beaucoup plus de gens que le samedi. Et donc là, sa vie s'inverse. Vous vous rappelez au début, je vous ai dit au début, qu'est-ce qu'il faisait? C'est-à-dire qu'il avait $100 le dimanche pour l'église. Et quand il allait dans les clubs, tout le monde le kiffait. Et on lui disait, va faire du R&B mainstream. Là, sa vie s'est inversée. C'est-à-dire que là, il fait des clubs. Montel Jordan, ça intéresse plus grand monde. C'est un nom un peu has-been. Il n'y a plus beaucoup de gens. Donc, les clubs ne sont pas totalement remplis. Et de l'autre côté, quand il va à l'église, il chante le dimanche, bah cette congrégation a beaucoup de gens, donc il a beaucoup de fidèles qui sont devant lui. Donc là, il commence à se faire tic
Sa femme va dire que là, c'est à partir de là que j'ai compris l'appel du Seigneur, gna gna gna. Mais Montel, il ne comprend pas. Il veut être chanteur de R&B. C'est son truc, c'est ce qu'il sait faire depuis 20 ans, 25 ans. Il veut continuer. Et il va y avoir un événement désastreux. On va lui préparer un concert. On va lui faire un concert dans une salle et tout, une espèce de concert de comeback 2010. Il faut qu'il revienne. Et il va se passer ça. One of the breaking points is I can remember I was in Phoenix, Arizona. They had a venue that held 2,000 people and literally 6 people showed up. Vous avez vu? C'est-à-dire que le mec est venu, il s'est déplacé. Il est venu là pour le concert. 2000 places, il y avait moins de 10 personnes en fait. Et c'est donc là qu'il va expliquer qu'il a compris qu'il fallait qu'il abandonne le R&B parce que ce n'était plus vraiment ce qui lui convenait. Et il s'est dirigé vers cette église à laquelle il se consacre depuis plusieurs années. Ça ne veut pas dire qu'il a abandonné le chant parce que quelques années après, il a fait un album de gospel R&B mainstream avec cette église, avec ce clip-ci. You must take to crush the idols. Jerk the pews and all the decorations too, until the congregation's few, then have revival. Mais depuis, il est principalement donc pasteur. Il s'y sent très bien. Il dit que l'industrie du disque a détruit sa femme, ça a détruit son mariage. Et en plus, sa femme et lui ont donc trouvé un business. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, ok, il est pasteur, mais aux États-Unis, nous sommes aux États-Unis, tout reste quand même business. C'est-à-dire que dans cette détresse, il a rebrandé beaucoup de choses de sa vie. Il a donc conçu ce couple avec sa femme où ils disent que l'industrie du disque a été une horreur pour eux, les a abusés, donc du coup leur a permis de se désunir. Et que quand ça s'est terminé, bien sûr, quand on leur a tout pris en 2006, ils se sont retrouvés et donc on forme un couple plus solide. Ils ont sorti un livre, This is how we do it, et donc du coup le livre parle de leur mariage, de comment ils se sont retrouvés, de comment ils vivent l'amour religieux ensemble. Donc du coup ils vendent ce livre, ils font beaucoup d'interviews. Lui-même a sorti un livre qui s'appelle Being Unfamous pour expliquer comment il est donc passé de la gloire à quasiment rien du tout. Donc du coup lui-même il revend ça en fait. C'est-à-dire que l'histoire que je viens de vous raconter là, Montel Jordan la revend en termes de spirituel. C'est-à-dire qu'il explique que c'était l'appel du Seigneur et donc il est finalement aux côtés du Seigneur. Là, cette année, il a sorti un nouveau titre en disant que c'était un titre R&B et que c'était sa première chanson R&B depuis des années. Et mais attention, sur cette chanson, il y a le rappeur Lecrae qui est un rappeur gospel. Et en plus, cette chanson, il explique bien que c'est ça. Coming up and got together with a fraternity brother of mine named Lecrae, who's one of the biggest rap artists out there. Because we love marriage, we love our wives, we love our families, and we figured, man, why not try and introduce something really dope into the R&B marketplace for guys who love God, you know what I mean, who also are trying to live it out visibly for the world to C'est pour les hommes qui aiment leurs femmes, qui ne les trompent pas, qui sont toujours dans cet amour un peu religieux. Donc pour vous, là, ce n'est plus le R&B, voilà, le R&B profane, là. C'est un R&B marié, spirituel et ce genre de choses. Et donc, il y a une véritable cohérence dans son business, en fait. C'est un pasteur, certes, mais c'est un pasteur qui sort des chansons pour les hommes bien. Donc, c'est plus pour vous, la plupart d'entre vous. Je sens que vous êtes pervers. Les gens qui écoutent encore R. Kelly, là, les gens qui écoutent Omarion, Chris Brown, je sais que c'est plus pour vous, en fait. C'est les chansons, si tu aimes ta femme, si tu ne la trompes pas et tout, tu écoutes cette chanson de Montel Jordan. Et en plus, donc, vous voyez qu'il y a tout un univers de fond derrière. C'est-à-dire que ce truc qui était donc censé une histoire de fin de carrière R&B est devenu une espèce de carrière gospel. On rappelle tout le temps comment on a chuté dans la carrière R&B, mais que c'est ça qui nous a permis donc de nous rapprocher de Dieu et où on se fait effectivement de l'argent. Parce que je vous ai dit, ils font des conférences où ils racontent donc cette histoire de moi, Def Jam était abusif avec moi, mais maintenant This is how we do it avec mon nouveau couple. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une super idée pour les couples. Si vous trouvez que vous fightez avec votre mec, vous avec votre meuf, trouvez un ennemi commun en fait, parce que c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un ennemi commun, ils l'attaquent ensemble. La femme aussi fait des interviews, elle dit des trucs comme ça. Obstacles that play out because we put those things first. We put business first. We put success and fame first. Yeah. And it was an absolute disaster. Bon, là, ils attaquent ensemble Def Jam, l'industrie du disque, et donc du coup, ça leur rapporte de l'argent d'une autre manière, et donc c'est une nouvelle vie pour lui en fait. Il y a donc très peu de chance, vraiment très peu de chance, même si je pense que ça doit lui manquer, mais il y a très peu de chance que Montel Jordan revienne au R&B que vous avez connu ou que vous avez aimé de lui. Et d'ailleurs, nous arrivons à la fin de la vidéo. Ce qui serait intéressant encore cette fois-ci, c'est que vous me disiez
si Def Jam a eu raison, est-ce que vous pensez que Def Jam a eu raison de lui dire que le personnage qu'on t'avait conçu est ce sur quoi tu excelles, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs? Ou alors, est-ce que Def Jam a eu tort, il aurait dû faire ce qu'il avait envie de faire? Qu'est-ce que vous auriez conseillé à Montel Jordan pour sa carrière en fait? Parce que c'est hyper intéressant parce que Def Jam a dit notre personnage c'est le seul personnage qui te convient. Et effectivement, ça n'a pas marché de ouf. C'est vrai qu'il a eu moins de promos, mais ça n'a pas marché de ouf. Quand il a changé de personnage, il a voulu devenir l'homme marié et tout et tout et tout. Ou alors, est-ce que vous pensez que non, il a dû faire ce qu'il avait envie de faire, il aurait continué comme il a dû continuer, et bah, même si ça l'a mené vers Dieu, peut-être c'était le destin de sa vie, et puis voilà en fait. Qu'est-ce que vous pensez donc de ce chemin de vue Montel Jordan, sachant encore une fois que franchement il a perdu ses chansons? Moi je m'en remettrai jamais. Toute ma vie je serai toujours là, Montel Jordan a perdu ses chansons, c'est pas possible en fait. Les artistes noirs qui font ça, il y en a trop. Franchement, le train de vie c'est hyper important en fait. Pourquoi est-ce que les autres ne perdent jamais leur catalogue? Bref, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me dire ce que vous pensez de Montel Jordan, à me dire ce que vous pensez de la carrière de Montel Jordan, et à très vite pour une nouvelle vidéo.